Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur ces deux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. La première entre le Sénégal et l'Égypte et la deuxième, bien entendu, entre le Nigeria et le pays hôte, le Maroc. Voilà, on va revenir avec vous, donc avec Bilal, qui est ici présent, donc sur ces deux demi-finales. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à décortiquer, analyser, discuter. Et sans plus attendre, on va attaquer la première demi-finale. Alors, beaucoup de choses à dire là aussi. Un duel entre deux équipes, l'une qui a dominé le continent avec 7 Coupes d'Afrique, une autre qui est en train de réclamer justement son dû, une autre qui a fait donc 3 finales pardon, sur les 4 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal. Et donc voilà, on a peut-être une passation de pouvoir entre ces deux nations de football en Afrique. Bilal, qu'en penses-tu? Ah bah oui, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est ça. Hein. Sénégal-Égypte, c'est une puissance historique contre une puissance actuelle, quoi, une puissance moderne, on va dire. Donc voilà, l'Égypte, nation historique du continent avec cette Coupe d'Afrique, qui a perdu sur le score de 1-0 contre un Sénégal dominant depuis maintenant, on peut dire depuis 10 ans, on peut dire hein, même. Hein. Oui, bien sûr. Qui travaille très très bien sur le continent. Et donc voilà, c'était un match qui a été dominé par le Sénégal sur la grande majorité du temps, 90 minutes. Donc voilà, notamment les Sénégalais qui ont eu 65% de possession face à 35% pour les Égyptiens. Oui, qui ont accepté de ne pas avoir le ballon et qui ont accepté de se positionner en bloc bas. Un petit peu comme contre la Côte d'Ivoire, mais sauf que cette fois-ci, on a vu plus de difficultés à se projeter et dans l'utilisation du ballon notamment, avec le premier tir égyptien, le premier tir cadré, je crois dans les dernières minutes, à la 85e, c'est un tir d'Omar Marmouche. Donc voilà, ça dénote bien de la qualité aussi de leur adversaire, le Sénégal, qui avait bien préparé sa demi-finale et bien sûr qui s'est qualifié pour cette finale où ils rencontreront donc le Maroc, pays hôte. Oui, en effet, le Sénégal qu'on va retrouver finaliste et le Sénégal qui a fini en finale 3 fois sur les 4 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est vraiment une nation qui commence à être habituée à jouer des finales. Et je pense qu'ils ont engrangé de la confiance au fil des années. Et vraiment, on s'attend à une très grosse finale qui va arriver, mais pour ça, on va en revenir plus tard sur la finale. Du coup, oui, pour revenir sur ce match-là, bah oui, une Égypte qui a refusé le jeu, faut le dire, hein, face à un Sénégal qui a évolué en 4-3-3, notamment avec son trio d'attaque Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Sadio Mané, qui ont su animer offensivement cette équipe du Sénégal. Et une Égypte qui évolue en 4-1-2-2, mais qui en phase défensive va évoluer à 5 derrière, notamment avec leur point de base, Hossam Abdelgamid Abdelslam, qui venait en fait s'aligner avec les centraux en phase défensive. Donc oui, c'est sûr que cette équipe égyptienne, elle est habituée à évoluer en transition avec un bloc bas, mais j'ai pas senti une équipe qui à un moment donné dans le match a inquiété en fait la défense sénégalaise ou qui a mis même en difficulté leur milieu de terrain. Je pense que même les Sénégalais ont vraiment gagné la majorité des duels au milieu. Hein. Si je regarde les statistiques, on peut voir aussi par exemple au niveau des fautes, c'est assez serré. Par exemple, le Sénégal 10 fautes et l'Égypte en a fait 11. Mais le Sénégal a pris 2 cartons et l'Égypte 1. Et oui, vraiment, la stat de la domination, c'est quand tu vois que le Sénégal a eu 6 corners face à 1 seulement pour l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, en fait, a vraiment défendu dans sa moitié de terrain et n'a pas... L'Égypte a voulu défendre et a voulu justement entamer ce match en acceptant l'idée qu'il n'aurait pas le ballon. Ce qui était le cas, l'Égypte n'avait pas le ballon. Et puis, effectivement, le Sénégal est un adversaire chevronné, un adversaire qui connaît bien la Coupe d'Afrique des Nations et qui connaît bien ce genre de match. Rappelons que voilà, le Sénégal
commence un petit peu à devenir la bête noire de l'Égypte avec justement cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et surtout sur les qualifications Coupe du Monde de 2022 où c'est à chaque fois le Sénégal qui a éliminé l'Égypte. Donc voici encore une confrontation où c'est les Sénégalais qui prennent le dessus sur les Pharaons. Voilà, je voulais dire que voilà, c'est un petit peu l'expérience. Hein, les Sénégalais qui, tu l'as dit, depuis 10 ans maintenant, sont habitués à ce genre de match, sont habitués au très haut niveau. Troisième finale en 4 ans, en 4 éditions. On ne le redit plus. Ils ont disputé également la Coupe du Monde. Ils ont effectivement disputé un 8e de finale de Coupe du Monde en 2022. Je veux dire que c'est un groupe qui est habitué à ces matchs à très haute tension et ils savent bien les gérer quand bien même devant eux il y a une équipe septuple champion d'Afrique et ils l'ont montré, ils ont beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité et surtout ils ont des joueurs qui sont capables de les faire passer dans une autre sphère. Hein. Alors, on parle beaucoup bien entendu de Sadio Mané et de Kalidou Koulibaly, mais je veux dire que cette équipe est également pétrie de talent avec des jeunes qui arrivent, des jeunes comme Habib Diarra, des jeunes comme Lamine Camara également, qui sont en train de monter en puissance et qui sont en train de s'affirmer dans cette équipe du Sénégal. Et ça fait plaisir aussi de voir que justement, il y a des jeunes qui sont en train de pousser et de performer. Peut-être en train également de pousser dehors les anciens. Exactement. Mais du coup, voilà. Si t'avais, toi, un homme du match à donner, ça serait qui? Moi, je le donnerais à Sadio Mané parce que je pense que voilà, c'est sur ce genre de match, qui ont été quand même assez fermés. Hein, j'ai envie de récompenser celui qui a été buteur et d'ailleurs un joli but. Sadio Mané, qui a annoncé que cette CAN 2025 serait sa dernière CAN. Donc il a l'occasion de finir sur un deuxième trophée de CAN, dimanche. On sait le joueur qu'il est, sa carrière, que ce soit en club et en sélection. Et donc j'ai envie de récompenser lui parce que je pense que beaucoup de joueurs sénégalais se sont illustrés. Que ce soit à travers cette CAN ou à travers ce match-là en particulier. Mais j'ai voulu avoir une pensée particulière pour lui qui délivre. En plus, je crois que c'est dans les dernières minutes, c'est à la 79e minute. Et c'est lui qui est à l'origine justement de ce dénouement-là. Et surtout, une image qui m'a marqué, c'est que au coup de sifflet final, alors que toutes les caméras sont sur lui et que tout le monde se rue sur lui, il fait le signe à ses camarades, j'allais dire, à ses coéquipiers de se calmer. Ouais. Parce qu'il leur dit, le plus important reste à venir, bien entendu, le plus important, c'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et je veux dire que c'est cet état d'esprit-là que je veux saluer et que je veux récompenser avec c'est mon homme du match. Pareil, je pense que ça fait l'unanimité. De toute façon, on est tous d'accord pour dire que c'est Sadio Mané. Concrètement, tu mets ton but à 78 minutes, la lumière elle vient de toi, tu délivres tout un pays et derrière, moi à partir de là, je savais que l'Égypte allait être incapable de revenir au score. Parce que le plan est tombé à l'eau, parce que leur sélectionneur, Oussem Hassan, il a mis beaucoup de temps à réagir. D'ailleurs, je pense qu'il a pas forcément fait les bons choix d'acompo de départ. Par exemple, on a vu qu'après le but, tout de suite, il fait rentrer qui ? Il fait rentrer Trezeguet. Il fait sortir Ahmed Fatou pour rentrer un attaquant. Et il te met comment il s'appelle, Mustafa Mohamed à la place de Imam Achour. Et on sait très bien que les défenseurs centrales du Sénégal, ils sont physiques, sont puissants. Pourquoi pas avoir tenté le coup de Mustafa Mohamed dès le début du match, tu vois ? Pourquoi ne pas se priver pendant un moment d'un créateur, mais faire rentrer au moins un buteur, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas senti non plus de l'autre côté un sélectionneur qui a pris ses responsabilités en faisant des choix forts. Or on sait que les bons, voire très bons sélectionneurs font toujours des choix forts lorsqu'ils sont dans le dernier carré, et c'est vital pour la suite de la compétition. Donc voilà.
Euh, on va passer au match Nigeria-Maroc. Maroc-Nigeria, du coup, plutôt. Maroc qui a joué à domicile. Donc, score final, victoire au tir au but pour le Maroc. Victoire au tir au but 4-2. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du scénario du match et de l'intensité, la qualité de la rencontre en elle-même, quoi? Non, je pense que c'était un grand match là aussi. On a assisté à 120 minutes de football, 120 minutes en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est intense. Je pense qu'on l'a vu. C'est intense. Il y a eu voilà, un match très disputé, beaucoup de duels, beaucoup de tensions aussi. J'ai senti par moments. Effectivement, mais un grand match par-dessus tout avec deux équipes qui ont fait forte impression et qui auraient sans doute mérité toutes les deux d'être en finale. On disait c'est la finale avant l'heure parce que le Sénégal avait gagné tous ses matchs avant la demi-finale et le Maroc était monté en puissance, avait continué de monter en puissance depuis la phase de poule. Et donc voilà, c'était un petit peu l'affrontement entre deux équipes qui ont vraiment, en tout cas, impressionné. Bien sûr, on peut revenir sur beaucoup d'aspects, mais je trouve que voilà, ce sont les deux équipes qui ont le plus impressionné, qui ont été intéressantes à voir jouer, en tout cas, qui ont des joueurs performants, qui ont des joueurs qui ont été efficaces là où quand ils le devaient. Quand on parle du Nigeria, on va bien sûr parler de Lookman, de Osimhen, qui ont été chirurgicaux devant. Quand on parlera du Maroc, bien sûr, voilà, il y a des joueurs comme Brahim Diaz qui, sauf sur la demi-finale, mais je veux dire sur du premier match de poule jusqu'au quart de finale, qui a été buteur, et la plupart du temps, ça a été le premier but qui débloque les matchs. Voilà, je veux dire, il y a des individualités comme ça dont on se souviendra pour ces deux matchs-là et qui ont été au rendez-vous, bien sûr, lors de cette demi-finale. C'est sûr que voilà, ça a été un match, je veux dire, voilà, très intéressant qu'on n'est pas prêt d'oublier parce que très disputé, parce que beaucoup de tensions, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie aussi, un match énergivore qui est allé jusqu'au tir au but. Donc c'est dire que voilà, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité dans ce match-là. Et puis bon, après ça s'est décidé au tir au but. Les Nigérians et les Marocains se sont départagés au tir au but et donc on aura droit donc à une finale entre les Marocains, les Lions de l'Atlas et les Lions de la Teranga du Sénégal. Oui, voilà. Donc, en fait, le Maroc, concrètement, sur cette rencontre-là, qui a dominé son adversaire, que ça soit dans même le pressing de l'équipe, quand même 16 tirs pour le Nigeria, à seulement 16 tirs pour le Maroc, à seulement 2 pour le Nigeria. Ça montre un petit peu la physionomie du match. Ils en encadrent 5, le Nigeria en a encadré qu'un seul sur 2. Au niveau de la possession, c'est équilibré, ce qui est normal. 50-50, je m'attendais à peu près à ça pour une demi-finale entre ces deux colosses du continent. Là où je voulais revenir rapidement, c'est au niveau des fautes. On a quand même vu 19 fautes côté marocain et 29 fautes côté nigérian. Oui. Avec 2 cartons jaunes distribués donc c'était pour Calvin Bassey et Raphaël Onyedika. Raphaël Onyedika qui a joué à la place de Ndidi absent. Enfin, tout à fait. Blessé. Il était blessé, hein, c'est bien ça. Non, Raphaël Ndidi était suspendu. Ah oui, suspendu, oui. Pas blessé, suspendu en effet. Et donc voilà, 19 fautes côté marocain et 5 corners. 5 corners et 1 corner côté nigérian. Donc voilà, c'était un match au départ qui était plutôt équilibré. Puis peu à peu, le Maroc a commencé à vraiment mettre une pression, notamment avec ces 3 devant qui n'ont cessé de presser. Ayoub El Kaabi, Abdé Ezelzouli et Brahim Diaz qui ont cessé vraiment de mettre la pression à cette défense nigérienne. Donc voilà, le Maroc qui démarre le match en réalité en 4-1, 4-1, ouais, mais qui en fait au fil de la rencontre évolue finalement en 4-3-3. Donc avec un milieu à 3, El Khannous,
Saïbari et El Ainaoui, qui sont en réalité milieu, les trois. Saïbari qui avait plutôt l'habitude d'évoluer sur un côté, mais il s'est retrouvé milieu de terrain dans cette rencontre, puisque Abdé a été préféré sur le flanc gauche. Mais voilà, le Nigeria, lui, quant à lui, il a préféré, Eric Schell a préféré densifier le milieu de terrain, donc avec Franck Onyeka, Raphaël Onyedika et Alexis Obi. Plus même, du coup, dans cette rencontre, on n'a pas vu un Lookman forcément très haut sur le terrain. Je pense que tu as dû t'en rendre compte. On a vu un Lookman qui a en difficulté sur ce match-là. Qui a été très en difficulté, je trouve. C'était l'un de ses pires matchs à la Coupe d'Afrique, si ce n'est le pire. Et voilà, un Lookman qui avait son rôle de numéro 10 qu'on avait déjà vu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'on avait vu de temps en temps en club également du côté de l'Atalanta. Mais c'est vrai que là, je l'ai senti complètement justement en perte de justesse technique. Je veux dire, voilà, des contrôles ratés, des passes qui n'arrivaient pas à leur destinataire. Lookman qui n'était pas celui qu'il a été notamment en quart de finale contre l'Algérie et donc voilà, effectivement nous avons vu un Ademola Lookman en tout cas qui n'était pas celui dont le Nigeria avait besoin. Peut-être le Nigeria avait besoin d'un petit peu plus pour battre cette équipe du Maroc. Rappelons quand même 2 tirs uniquement en 120 minutes. C'est sûr que Ademola Lookman devait faire mieux. L'attaque nigériane en entier devait faire mieux, mais on sentait quand même un manque de justesse de la part de Lookman. Peut-être effectivement de la fatigue, peut-être lié à du stress, de la tension, j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, c'est vrai qu'on a senti que sa performance était moins intéressante que les précédentes. Ouais, exactement. Au niveau des joueurs des deux équipes, si tu avais des joueurs à souligner leur performance et à noter, tu citerais qui, toi? Moi, le premier qui me vient en tête, forcément, pour ce match-là, c'est inévitablement Calvin Bassey. Pour moi, c'est l'homme du match sur les 120 minutes. C'est quand même Il a été monstrueux. Un joueur absolument monstrueux, qui a fait un très gros match, qui n'a rien laissé passer, qui a, au-delà de cela, je veux dire, a été non seulement il a été impérial dans ses duels, mais en plus il a été vraiment très propre dans la sortie de balle, dans les relances. Il a été vraiment je veux dire bluffant. Moi, j'ai été impressionné par le niveau à la fois de précision, de rigueur, mais aussi justement sur sur sa capacité à stopper net les attaques marocaines en 120 minutes. Je veux dire qu'on sentait pas non plus la fatigue sur lui. On sentait plutôt quelqu'un qui était totalement en confiance et qui pouvait jouer comme ça pendant encore des heures. Et je veux dire que voilà, j'ai envie de le récompenser lui. J'ai envie d'avoir une pensée pour lui, parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux attaquants, au milieu de terrain, à ceux qui marquent des buts, à ceux qui font des statistiques. Mais je pense que cette demi-finale-là, c'était la demi-finale de Calvin Bassey, qui a réalisé une performance absolument exceptionnelle. Ouais, il a été vraiment monstrueux. Impérial en défense. C'est vraiment un tank, Calvin Bassey. Mais moi, du coup, côté marocain, je pense à Yacine Bono. Je lui donne le mérite de la séance de tir au but. Séance de tir au but où il a été vraiment comme d'habitude, depuis le mondial, on l'avait vu qu'il était excellent sur les tirs au but. Vraiment, le dernier tir qu'il arrête, où il plonge, il anticipe. Ah oui. Et après la main ferme, mais c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est quoi cet arrêt? Le joueur du Nigeria, j'ai oublié qui c'est qui avait tiré le dernier. Il était vraiment, j'ai senti la détresse Bruno. dans son regard. Dès qu'il a senti qu'il avait raté, j'ai vu la détresse dans son regard quand il a vu l'anticipation. Normal. C'était vraiment. Pourtant, il avait pas mal tiré en tout cas, par rapport à Chukwueze qui vraiment lui a fait une passe au gardien. D'ailleurs, c'est désastreux. Tu rentres à la 120e minute pour faire une passe au gardien. Vraiment aucune conviction. Là, vraiment, j'ai pas trop compris ce truc-là.
Mais sinon, franchement, autre chose que je ne comprends pas, Victor Osimhen et Ademola Lookman qui sortent tous les deux pour ne pas au final tirer le tir au but, quoi. C'est ça, j'ai le respectif. Ça, je pense que c'est le sélectionneur Eric Schell qui aura à répondre à ce genre de questions-là. C'est vrai que d'un point de vue neutre et d'un point de vue spectateur, on trouve ça un petit peu bizarre que surtout Victor Osimhen qui tire beaucoup de pénaltys pendant l'année en club, pourquoi est-ce qu'il sort? Alors je veux bien entendre la fatigue, peut-être la douleur, c'est possible, mais là on parle uniquement d'un pénalty à tirer. Donc c'est un petit peu surprenant, mais après ça reste des choix d'hommes, des choix du sélectionneur Eric Schell qui a choisi justement ces tireurs, et je pense que c'est lui qui pourrait ou qui devra répondre à ces questions-là. Voilà, c'est comme ça, hein. De toute façon, il y allait y avoir un vainqueur et un perdant, et je pense que les Marocains n'ont pas démérité sur l'ensemble de la prestation, sur l'ensemble du match. Ils ont délivré une prestation absolument encourageante, justement d'un finaliste, voilà, nous allons voir ça donc dans très bientôt, voilà, entre le Sénégal et le Maroc. Exactement. Oui, les deux équipes qui ont mérité leur qualification à la clé au final. Mais voilà. La finale va être plus qu'intéressante, ça va être palpitante. J'ai hâte d'être à ce jour-là. Donc ça va être vraiment ouf. En tout cas, voilà. Franchement, sur ces deux demi-finales, on a remarqué beaucoup l'engagement des quatre équipes, hein. Beaucoup plus sur le match Nigeria-Maroc, où j'ai trouvé que c'était vraiment monté en qualité de jeu par rapport à la première demi-finale. C'est aussi dû au fait que l'Égypte a un peu refusé de jouer, mais bon, ça c'est voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne la finale, de toute façon, on verra ça dans la prochaine vidéo qui sortira sur notre chaîne concernant l'avant-match de la finale Maroc-Sénégal. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur certaines choses qu'on a abordées, et donc aborder les enjeux et les points clés de ce match pour aller remporter le trophée, hein, tout simplement. Qu'est-ce que Bien sûr. Écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Bye bye.